mais le jour des élections, le 1er novembre 2022, dans l'urne, beaucoup plus que 720e d'Israéliens déposeront un bulletin Ben Gvir. J'en prends le risque. Je m'en attriste personnellement parce que pour moi, le recul des libertés, c'est toujours un problème gravissime. Mais la société israélienne est en voie d'extrémisation. La société israélienne est une société de plus en plus raciste, de plus en plus extrémiste, de plus en plus violente. Nous sommes en ligne avec Philippe Elilia. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes politologue. Bien, on a, je dirais, à la fin de ce mois d'août, on va avoir besoin de vous solliciter d'une certaine manière parce qu'on va dire la vie politique reprend le dessus. On va dire les différentes formations politiques sortent un peu de leur torpeur estivale, même si effectivement on a assisté aux primaires du Likoud il y a de cela un peu plus d'une semaine. Mais effectivement, aujourd'hui, 2 primaires pour 2 formations qui ont, on va dire, la particularité d'être des formations très fortement idéologiques, le Meretz et le parti sioniste religieux. Alors on va essayer de les séparer et de vérifier ensemble les enjeux de ces primaires. Pour le parti Meretz, ce parti de la gauche ou de l'extrême gauche, il me semble clair, dites-moi si je me trompe, que l'enjeu, ce sera surtout de savoir qui va être le président du parti, parce que derrière, finalement, il n'y a pas beaucoup de place à prendre. Absolument. Ce qu'il faut dire, vous l'avez souligné, c'est que ce sont 2 partis très idéologiques. Je dirais ce sont 2 partis historiques qui représentent l'Israël historique. L'Israël de la colonisation de la terre d'Israël, l'Israël des kibbutzim. D'un côté, vous avez l'extrême gauche, ou on va dire la gauche de la gauche, pour ne pas tomber dans la polémique avec Meretz, qui représente ce courant laïque, socialiste. Et puis de l'autre côté, vous avez le sionisme religieux qui a décidé... c'est-à-dire l'aile de la religion qui a décidé d'intégrer le sionisme et qui a parfaitement réussi sa mue en la matière. Donc, ce sont 2 partis avec une histoire très forte, une idéologie très forte, et l'un et l'autre sont en crise totale. Meretz, parce qu'il n'y a pas de leadership, et la bataille pour le leadership, pour la première fois, est une bataille sanglante, parce qu'il y a 2 conceptions qui s'affrontent. Celle de Zehava Galon, l'ex-présidente qui a été ressortie du formol politique où elle était à Petah Tikva, la ville où elle a toujours vécu. On l'a ressortie du formol parce qu'il n'y avait pas de solution. Zehava Galon représente le Meretz, de la bourgeoisie laïque, ashkénaze, intellectuelle, de grande qualité, il faut le souligner, et d'une honnêteté aussi qui n'est guère soupçonnable. Et puis Yair Golan, c'est un trublion, c'est un électron libre qui a parfois même un comportement un peu infantile dans les médias. Mais pourquoi ? Parce que lui entend renouer avec une tradition qui était celle du sionisme socialiste, sécuritaire. Lui, il l'incarne parfaitement, puisque c'est l'ancien numéro 2 de l'armée, l'ancien chef d'état-major adjoint. Et donc là, il y a une bataille sanglante avec des mots qu'on n'avait pas connus dans ce parti. Pourquoi on en arrive là ? Parce que ce parti risque de disparaître. Déjà, la dernière fois, il a failli disparaître. Beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec Meretz ont dit, bon, on va quand même sauver Meretz parce que ça représente quelque chose dans l'histoire du pays. Et puis, dans le paysage politique du pays, ils ont voté Meretz et Meretz a eu 6 sièges. Il n'aura pas 6 sièges cette fois-ci. Vous avez raison de le souligner. Il n'y aura pas grand monde à mettre sur la liste. 4 ou 5, ce sera bien le maximum. Et donc, le véritable enjeu, c'est entre Zehava Galon et le général Golan. Est-ce que derrière cela, il n'y a pas un enjeu, on va dire, puisque vous parliez d'idéologie, on parlait ensemble d'idéologie, derrière ça, un enjeu encore plus important, à savoir comment définir ce parti Meretz ? Est-ce que c'est un parti encore sioniste ou alors il est post-sioniste ? Parce que quand on entend Zehava Galon, qui a été par exemple une des fondatrices du parti de l'organisation B'Tselem, et qui fricote, on va dire, avec des ONG qui sont très post-sionistes, eh bien, on a peut-être l'impression qu'au moins une frange de Meretz, elle est déjà au-delà du sionisme. En fait, Meretz hésite depuis toujours entre la définition d'un parti sioniste classique, de gauche certes, mais qui se situe dans l'histoire du sionisme, et puis une position un petit peu à l'extérieur, anti-sioniste, peut-être pas post-sioniste, je dirais sioniste critique. Et je crois que Zehava Galon, quand elle a formé cette association B'Tselem que vous venez de rappeler, lorsqu'elle est proche d'organisations de défense des droits de l'homme, ça veut dire qu'elle a un regard critique sur la construction du pays et sur le fonctionnement du pays, mais elle ne remet pas en cause l'existence
de ce pays comme État juif et démocratique. Yair Golan, c'est autre chose. Yair Golan, il veut revenir en arrière, au moment où on ne se posait pas ces questions, où on était sécuritaire, où on allait à la fleur au fusil, c'est le cas de dire, combattre l'ennemi, mais en même temps, on était pour la paix, on était pour la réconciliation avec les Arabes, et on était pour l'État-providence. Donc on est là dans deux conceptions du même bord de l'échiquier politique, une conception, je veux dire, très classique, celle de Yair Golan, même si elle est exprimée par quelqu'un qui est un peu infantile parfois dans son expression, et puis une conception, je dirais, plus moderne, plus critique, plus 21e siècle. Yair Golan, c'est le 20e siècle, Galon, c'est le 21e, même s'il est plus âgé que lui, et là nous parlons en termes d'âge politique. Et en ce qui concerne le sionisme religieux, si vous voulez qu'on en parle. Attendez, Philippe, avant de parler du sionisme religieux, on va y arriver, mais finalement, ces deux dirigeants du Meretz, ils représentent en fait des courants qui ont toujours été présents depuis la création de Meretz en 92, parce qu'il y avait le courant, on va dire, MAPAM, c'est-à-dire le mouvement historique social-démocrate, qui est aujourd'hui représenté par Yair Golan, qui a une partie de son électorat dans les kibbutzim et les moshavim, et puis il y a la tendance, on va dire, plus ce qui s'appelait RATS à l'époque de Shulamit Aloni, c'était les droits de l'homme, la laïcité aussi, la composante chinouille de l'époque. C'est-à-dire finalement, ce sont des véritables représentants de ce qu'est Meretz, mais il y a plusieurs étendards qui ont été brandis par Meretz. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la gauche de la gauche classique, avec les successeurs du parti RAM qui aujourd'hui doivent se reconnaître dans le général Yair Golan, et puis la version beaucoup plus moderne, beaucoup plus 20e, 21e siècle, qui a été incarnée effectivement par Shulamit Aloni. Vous savez qui il manque aujourd'hui à Meretz? C'est Yossi Sarid. Ouais. Parce que Yossi Sarid, il faisait le lien entre les deux, il était la synthèse, il était incontesté. Et aujourd'hui, lorsque vous discutez avec des dirigeants ou des militants ou des électeurs de Meretz, ils vous parlent toujours de Yossi Sarid, mais ce Yossi Sarid, il est mort depuis 10 ans. Donc on peut dire que c'est un parti en crise, c'est un parti qui se cherche encore et qui cherche surtout à se sauver. Mais sur quelle base? Est-ce que diront les urnes électroniques en ce 23 août à 20h, lorsqu'on connaîtra le résultat de ce scrutin interne. Alors, on va passer effectivement maintenant au sionisme religieux. Alors là, les enjeux sont différents. Le leader est incontesté, c'est Bezalel Smotrich. Par contre, c'est la composition de la liste qui risque de poser problème pour Smotrich. Écoutez, Smotrich, il est tout seul, mais il risque d'être bien seul. Je m'explique. D'abord, on sait que le parti sioniste religieux aujourd'hui ne représente qu'une minorité du public sioniste religieux. On sait, par exemple, que la moitié des hommes qui portent la kippa tricotée, la kippa symbole de ce courant, la moitié des hommes votent Likoud. Et on peut supposer que leurs compagnes, leurs épouses font de même. Et puis, c'est dans l'ensemble des partis de droite qu'on retrouve ce public. Alors en fait, le parti sioniste religieux, c'est un peu le maillon historique, et surtout, c'est le maillon historique qui s'est implanté dans les territoires depuis 1967, et donc Bezalel Smotrich représente d'abord ce sionisme religieux des territoires, avec une tendance aussi de rapprochement avec le judaïsme ultra-orthodoxe, et d'ailleurs, il devrait récupérer un siège, on le voit dans les sondages, sur Chasse. Et pas seulement, vous parliez des kippots crochetés, on les trouve pas seulement au Likoud, par exemple dans le parti bleu-blanc Nouvel Espoir. On les retrouve partout, même à Meretz, il y a des gens qui portent Oui, mais par exemple... La moitié à peu près, d'après ce qu'on sait, au Likoud. On les retrouve également à bleu-blanc. La dissidence du Likoud, qui était constituée par Gideon Sa'ar, Zev Elkin et Sharon Eskel. Et on sait que Gideon Sa'ar, par exemple, sans porter la kippa, est plutôt de ce côté maintenant. Zev Elkin, lui, a toujours été de ce côté, puisqu'il a même représenté ce mouvement dans l'ex-Russie post-soviétique. Donc on a là une tradition historique très forte, qui est basée sur le triptyque religion d'Israël, terre d'Israël, peuple d'Israël, donc une grande cohérence idéologique, et puis également un travail d'éducation intense qui donne une grande cohérence à ce public. Mais cela dit, ce public, justement, parce qu'il a grandi, il représenterait aujourd'hui 16% de la population israélienne, ça n'est pas loin, ça fait 1,5 million d'individus, eh bien il n'a pas envie de se retrouver dans un petit parti sectoriel comme le sionisme religieux qui va avoir 4 ou 5 sièges, alors qu'il y aura beaucoup de gens qui vont voter Likoud, qui vont voter pour le nouveau parti
le camp de l'État, donc la dissidence Likoud, qui s'est alliée avec Benny Gantz. Donc voilà. Et peut-être que le problème... C'est donc un petit parti en crise qui représente en quelque sorte le passé et puis l'aile la plus contestataire, l'aile marchande également du sionisme religieux dans les territoires, mais tous les sionistes religieux préfèrent, sans contester cette action, préfèrent se reconnaître dans des partis qui ont une vocation beaucoup plus large, parce que justement, ils veulent que leurs idées ne soient pas marginalisées. Ils ne veulent pas que leurs idées soient les idées d'un ghetto, ils veulent que leurs idées se diffusent dans l'ensemble de la société israélienne. Et je peux vous dire, pour l'observateur que je suis, qu'ils sont en train, depuis des années, de diffuser dans l'ensemble de la société israélienne, et même des gens très éloignés de cette tradition, les écoutent d'une oreille attentive. Alors, et peut-être le problème aussi de Smotrich et de son parti, c'est ce qu'il se trouve à droite de Smotrich, c'est-à-dire c'est Ben Gvir. Alors aujourd'hui, les deux hommes, ils sont à couteau tiré, mais il est possible qu'ils finissent ensemble, hein, dans le. Il n'y a à peu près aucune chance. Aujourd'hui, il n'y a à peu près aucune chance parce que Bezalel Smotrich tente une opération qui, à mon avis, est une opération assez limitée, de rallier le député Amichai Shikli, donc ce député qui était élu sur la liste de Naftali Bennett et qui, dès le 13 juin 2021, jour de la formation du gouvernement du changement, a refusé de s'allier avec les Arabes, avec les partis de gauche, etc. Et est donc resté très à droite, et il devrait venir renforcer Bezalel Smotrich. Qu'est-ce qu'il représente? Peut-être un mandat, peut-être un demi-mandat. Dans les sondages dont vous venez de parler, le sionisme religieux, Bezalel Smotrich, ça fait 5 sièges, juste un au-dessus du seuil de représentativité. Alors, Itamar Ben-Gvir, qui pourtant n'a pas la même histoire, n'a pas la même structure, représente 7 sièges. Pourquoi? Parce que Itamar Ben-Gvir est présent partout. Parce qu'il défend des idées extrémistes qui sont de plus en plus partagées dans la société israélienne, et parce qu'il n'a même pas besoin de faire campagne parfois. Lorsque le public apprend qu'une jeune israélienne a servi de prostituée du fait de souteneurs arabes dans les prisons, le public israélien se révolte et est prêt à soutenir des positions extrémistes. Lorsqu'Idan Reichel, qui n'est pas un fasciste, qui n'est pas un gauchiste, qui est un Israélien tout à fait modéré et un chanteur admiré, dit « Maintenant, j'ai peur lorsque je suis en voiture, que je traverse le Negev », eh bien, beaucoup de gens, plutôt modérés, plutôt sympathiques, comme Idan Reichel, disaient « Ben oui, il a raison. Moi, je vous le dis, et pourtant, vous le savez, ça n'est pas le genre de choses qui me réjouit. Je suis intimement persuadé que le 1er novembre 2022, jour des élections, Itamar Ben-Gvir sera la surprise de ces élections. Il est à 16 sièges aujourd'hui. Il ne va cesser de monter. Et il y a, à mon avis, un vote Ben-Gvir caché. Des gens qui, finalement, sont prêts à le soutenir, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui sur tout, et qui ne le disent pas aux sondeurs. On connaît ce phénomène, ça a existé aux États-Unis lors de l'élection de Trump, ça a existé en France très souvent avec Jean-Marie Le Pen, etc., etc. Ça existe avec les communistes aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas dire « je vote pour un extrémiste », parce que d'abord, ils ne sont pas extrémistes eux-mêmes, et puis ils préfèrent rester sur leurs amours anciennes. Mais le jour des élections, le 1er novembre 2022, dans l'urne, beaucoup plus que 720e d'Israéliens déposeront un bulletin Ben-Gvir. J'en prends le risque, je m'en attriste personnellement parce que pour moi, le recul des libertés, c'est toujours un problème gravissime, mais la société israélienne est en voie d'extrémisation. La société israélienne est une société de plus en plus raciste, de plus en plus extrémiste, de plus en plus violente. Il y a des raisons objectives à ça. Le conflit avec les voisins et avec les Arabes israéliens, on l'a vu en mai 2021, favorise ce courant. Et donc, Itamar Ben-Gvir, n'oublions pas, les rassemblements de droite, ça n'était pas son parti qui organisait, et il était l'orateur le plus applaudi et véritablement adulé comme celui qui défendrait les Juifs face à tous leurs ennemis. Et ça marche à tous les coups. Eh bien, voilà, on prend rendez-vous le 2 novembre, Philippe, pour savoir si vos pronostics osés et audacieux... Vous savez, quand on fait des pronostics, on peut se tromper. Oui. Je peux très bien me tromper. Ce qui est important, c'est le raisonnement. Le raisonnement, c'est que Itamar Ben-Gvir surfe sur une vague qui, aujourd'hui, est porteuse, celui de la défense de l'identité juive, qui serait, je dis bien, qui serait agressée à la fois par les voisins et puis par les voisins proches, à savoir les Arabes israéliens.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Velilia d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe donc dans les primaires du parti Meretz et du parti sioniste religieux, et également ce qui se passe aujourd'hui avec le phénomène Itamar Ben-Gvir. On aura probablement l'occasion d'en parler. Il nous reste encore au moins 80 jours avant les élections, près de 70 jours, on va dire, pour être un peu plus exact. 73. Voilà, 73 jours. Jusqu'aux élections, ça fait tout de même beaucoup de temps. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.